Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons parler, entre autres, du marché du cannabis et des crypto-monnaies. Alors, que demande le peuple? Et pour vous donner rapidement le programme aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur émérite, vous allez voir, qui lance une levée de fonds sur ce marché atypique du cannabis. Alors évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on parle ICO sur la chaîne et qu'on reçoit des fondateurs, mais ici, particulièrement, j'aime beaucoup à la fois le projet, la thématique et le parcours et l'expérience de, Jean-Marie, mon invité. Alors bonjour Jean-Marie, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en 1 minute? Bonjour, donc je suis ingénieur en électrotechnique. J'ai également 2 masters, un en finance et un en management. Et je suis un des premiers à être intervenu en France dans les énergies renouvelables et notamment dans l'éolien. D'accord, super. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur, ton expérience, entrepreneuriale? Alors je sais aussi que bon, je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes. Tu as fait plusieurs entrées en bourse si je ne me trompe pas? Alors oui, le problème des énergies renouvelables, c'est qu'il faut beaucoup de capitaux pour construire des centrales. Euh, on- les banques exigent que dans un projet, par exemple, on donne un exemple, une centrale de 10 turbines, ça fait à peu près 20 mégawatts et ça fait un investissement d'environ 30 millions d'euros. Et les banques demandent habituellement que nous mettions 20 à 25% de fonds propres et le reste que nous allions à la dette. Et donc, quand on a fait, si on a la chance d'être, comment dire, de disposer de l'argent, on va faire la première, la deuxième, peut-être la troisième, ça va s'arrêter. Mmh, Moi, j'en ai construit quand même à ce jour 1000 mégawatts, ce d'accord. qui fait comment dire, des sommes importantes qui ont été apportées. Et ces sommes-là, la ressource que j'avais à l'époque était d'être indépendant. J'ai toujours tenu à être indépendant. Quand je dis indépendant, c'est pas adossé à un grand groupe. Et donc de lever les capitaux sur la bourse pour pouvoir financer ces projets. Donc j'ai ainsi fait par exemple, si on voit la bourse de Paris, j'ai commencé sur le marché libre, puis ensuite je suis passé sur Alternex, ensuite sur Eurolist C, Eurolist B. J'ai même été jusqu'au SBF 120, donc ce sont les 120 Génial. premières sociétés françaises. Ensuite, j'ai coté une société, une filiale, je l'ai cotée à Bruxelles, donc avec toute un mode de fonctionnement et une culture financière différente. Puis, je suis rentré comme conseil et advisor, comme vous dites actuellement, dans une société au Canada qui s'appelle H2O, qui était cotée sur Mmh. un autre marché, encore avec une culture différente. Une société également au Maroc qui était cotée encore sur un autre marché. Donc, j'ai une connaissance importante des marchés boursiers, de ce qu'on appelle des IPO, que ce soit en France et à l'étranger, mais spécialement dans les small et mid cap. Je n'ai pas fait de grosses opérations, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des sociétés que j'ai créées ou j'ai participé pour aider des amis dans des sociétés qu'ils ont créées eux-mêmes. Donc, D'accord. toujours, le point fort était la création, la fondation et la création, l'innovation. Ça a toujours été ça mon point fort depuis 20 ans. C'est passionnant. Donc, effectivement, alors, j'imagine que ça intéresse beaucoup de monde, donc je t'invite, toi qui écoutes l'émission, à rester jusqu'à la fin de cette émission. Ça va être très intéressant. Tu vois que Jean-Marie a une véritable expérience et qui a un parcours, vraiment très intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que ça m'intéresse ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux nous partager peut-être ta ta plus grosse galère, dans ton parcours? Peut-être, voilà, dans la finance, dans la levée de fonds peut-être? Ce qui est peut-être intéressant pour nous Oui, investisseurs? c'est incontestablement. C'est-à-dire que peut-être on va l'aborder un petit peu plus tard, Oui, mais la différence entre l'IPO, donc l'introduction en bourse, on va dire, et l'ICO,
c'est que l'IPO, il y a tout un monde qui s'est bâti autour des IPO, tout un monde qui coûte très cher. Ah, Et oui, ça si on c'est ne passe sûr. Ouais. pas dans ces mâchoires, on n'arrive pas à obtenir son visa et être coté. Et donc, c'est des organisations, il y a des acteurs qui sont partout. Et lorsque je suis rentré en bourse, je ne connaissais pas la bourse. Je ne la connaissais pas du tout. Je n'ai pas étudié la bourse et je n'ai pas Hmm. pratiqué la bourse. Et donc, je suis rentré dans toutes ces mâchoires. La première introduction en bourse, c'était en 2001. Je suis resté un an à discuter avec l'AMF et j'ai pu avoir le visa un an plus tard, en 2002. Donc c'est hyper long et c'est décourageant pour les entrepreneurs. Il faut avoir une volonté d'acier pour s'accrocher et dire je vais aller chercher mon visa pour entrer en bourse. Donc, par exemple, l'IPO, il a fallu qu'on s'y reprenne à 3 fois. Et à chaque fois, on a des gros intervenants qui sont là, qui sont, on va dire, très à l'aise financièrement et qui captent des sommes importantes pour que les gens puissent arriver à ce côté. Et moi, je n'avais pas le choix. Il fallait à tout prix que j'ai une source de financement. Donc, soit on arrive à s'adosser à un grand groupe, EDF, GDF, etc., et on travaille à la méthode de ces grands groupes-là, soit on est indépendant et on va chercher nos capitaux et on fait nos investissements. Non, mais je vois absolument ce que tu veux dire. Même si moi, j'ai jamais fait d'entrée en bourse, mais la connexion qu'on peut avoir avec l'AMF quand on commence à faire des choses évidemment sérieuses, carrées, et notamment même dans les crypto-monnaies dernièrement, depuis 2019, on dit à peu près depuis qu'il y a eu la loi Pacte, les ICO, l'agrément PSAN qu'il faut avoir pour les professionnels de la crypto-monnaie, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir un dossier solide. Ça Oui, dure oui entre si 6 je à peux me 12 mois permettre avec l'AMF. aujourd'hui, Donc oui. si je peux me permettre aujourd'hui, l'AMF fait un accompagnement et ne donne pas un visa. C'est un Oui. petit peu différent. C'est-à-dire que pour l'instant, on peut rentrer ou pas avec l'AMF. C'est facultatif. Et pour pas dissuader les personnes et essayer de rentrer progressivement dans le marché, l'AMF fait un accompagnement aujourd'hui. Il n'y a pas de censure. C'est Oui, quand alors c'est même. vrai que c'est important de le mentionner. Ceci dit, sur le marché des cryptos, ce qui est un peu cocasse aussi, c'est qu'ils ne sont pas forcément au point au niveau technique. C'est-à-dire que les nombreuses fois où je les ai eu au téléphone et qu'on a discuté, c'est compliqué d'avoir voilà, une entité qui va juger, qui va donner une décision sur un projet sur lequel ils n'ont pas les compétences techniques et où on se retrouve, c'est le porteur du projet qui va expliquer la technique à l'AMF. Mais bon, voilà, c'est une parenthèse, mais je vois très bien ce que tu veux dire et c'est tant mieux pour avoir cet accompagnement de l'AMF. C'est Merci parce que beaucoup c'est le pour cette début de la expérience. filière, parce qu'on Oui, est au début de la filière. bien sûr, ce qui Je est pense que normal. dans quelques mois ou de quelques années, il va y avoir de nouveau une censure pour essayer d'accaparer et ils vont enlever le charme de l'ICO parce que l'intérêt de l'ICO aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans un système contraint. Voilà. Mm. Alors que l'IPO, on est dans un système qui est vraiment contraint et Je mené par les précise d'ailleurs banques et que mené par l'AMF. sur la loi française, ça reste, alors ce n'est pas obligatoire pour une ICO de faire appel à l'AMF. Donc ça, c'est pour ceux qui me l'ont demandé dernièrement. Et merci beaucoup Jean-Marie. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, notamment de pourquoi on est là et même du titre de cette émission. Alors vous le savez, hein, quand je mets en avant des projets, c'est que j'affectionne particulièrement le projet et dans lequel moi-même j'investis quasiment systématiquement. Donc encore plus s'ils sont français ou francophones. Donc Jean-Marie, quelle est ton actualité, ton projet du moment? Quel est l'objectif de ce projet? Alors, moi que je connais bien évidemment, mais quel est-il et pourquoi avoir choisi ce marché? Bien, alors, la société Faracha Equities est une société que je détiens à 100%. Lorsque j'ai évoqué tout à l'heure les 20 années passées à la bourse, on se retrouve avec des milliers d'investisseurs. Par exemple, dans Teolia, lorsque j'ai quitté, il y avait 17 000
actionnaires. Oui. Donc, on a un capital qui est fortement dilué et au cours du temps, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Au cours du temps, on finit par perdre le contrôle de la société, ce qui est assez dommage parce que dans le problème, j'ai insisté tout à l'heure, dans le problème des small et mid cap, la gestion de la société ne se fait pas par le pouvoir des actions, mais se fait par l'intelligence des fondateurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et donc, on voit beaucoup de sociétés autour de toi, tu pourras voir, Hmm. où ils ont enlevé le fondateur de la société, et je peux te donner plusieurs exemples, euh, et la société a coulé. Et les endroits où on a laissé le fondateur, on a accompagné le fondateur, il y a des réussites également qui sont tout aussi merveilleuses. Donc, les gens qui ont l'intelligence de laisser le fondateur aller au bout et mener son projet à terme, ça fait quelque chose de bien. Donc, moi, au bout de 20 ans, j'étais fatigué de l'AMF, j'étais fatigué de toutes ces relations, ces obligations tous les jours, surveiller l'action, des gens qu'on doit payer pour faire monter, pour faire baisser l'action, maintenir l'action. C'est alors que mon, mon âme, c'est la création de projets. Oui. Bah Ce oui, n'est je pas, les ce comprends. n'est Oui, pas oui. la bourse, c'est la création de projets. Et là, je suis bon dans la création de projets. Et donc, j'ai eu connaissance de, de l'ICO, j'ai eu la connaissance de la crypto-monnaie. Dans un premier temps, comme le sont presque tous les ingénieurs, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Bon, j'étais assez méfiant, je l'ai parlé à mon banquier me dit, écoute, nous, on a interdiction de les recommander à nos gens, mais moi, à titre personnel, j'ai la crypto-monnaie. Donc, Hmm. j'ai vu un C'est monde normal. un peu hypocrite autour de Exactement. moi et je me suis dit, il doit y avoir des ressources et j'ai vu, en analysant un petit peu les différentes ICO qui avaient été faites, j'ai vu que le fait de faire un ICO me laissait le contrôle de la société, me laissait donc la possibilité de mener à terme mes projets et me mener deux avantages que je trouvais importants. Le premier, me permettait l'accès à un modèle de financement alternatif qui est innovant et qui se cale bien à un système innovant comme on va parler tout à l'heure du cannabis et du CBD. Donc, ça me permet donc de garder le contrôle avec un financement alternatif et en même temps, je ne dépends pas de la recherche d'investisseurs conséquents, comme on le fait en Tout à bourse, fait. où il y a Hmm. des équipes. Donc ça, c'est le premier point qui m'a accroché. Et le deuxième point, c'est la souplesse de l'ICO actuelle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a attiré également. Ne pas rentrer dans des systèmes compliqués. Les gens qui ont travaillé avec l'AMF s'en souviennent toute leur vie. C'est horrible ce qu'ils font. Ils considèrent qu'une société comme Bouygues et une société que tu viens de créer ont exactement la même chose à faire et les mêmes choses à rendre. Or, une société qu'on vient de créer, ben, on n'a pas d'équipe juridique, on n'a pas de tout ça. Soit on a des avocats, soit on le fait nous-mêmes, et donc ça fait un temps considérable. Donc, j'ai vu dans l'ICO la possibilité d'obtenir le mode de financement pour des projets, et non pas pour la société, pour des projets, pour mener à bien ces projets. Tout à fait. Bah, je confirme totalement ce que tu viens de dire et je comprends la logique. Ça, c'est parmi les avantages de l'ICO, c'est exactement ce que tu viens de présenter. En 30 secondes, quel est le business model que tu vas nous présenter et comment, alors la question de l'investisseur, comment allez-vous gagner de l'argent? Bien, alors je m'excuse à l'avance, ça ne va pas faire 30 secondes, ça va faire peut-être une minute ou deux. Ah, allez, allez, je Parce te qu'il laisse. faut, il faut comprendre, et c'est la clé de Bien sûr. l'ICO. Bien, jusqu'à maintenant, je construisais des centrales
éoliennes et des centrales photovoltaïques. L'électricité était rachetée par EDF Oui, à un tarif convenu à l'avance. on a déjà fait des émissions d'ailleurs sur le sujet. Oui, Voilà. Donc j'avais deux critères de base. Un, obligation de m'acheter. Deux, un tarif. Donc ça veut dire que je n'avais pas de directeur commercial, je n'avais pas tout ça, ce n'était pas nécessaire. oui, Bien. Et puis au cours du temps, il y a eu le moratoire Sarkozy qui a arrêté ça et qui a commencé à faire des appels d'offres. Et puis, il y a une évolution et c'est passé la même chose. Donc, le moratoire Sarkozy, c'était, pour ceux qui ne savent pas, sur le photovoltaïque. Et ensuite, il y a eu la même chose qui a évolué sur l'éolien. Donc, aujourd'hui, on passe par un système d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on dit on vous vend le kilowattheure produit à tel prix. Donc, à ce moment-là, euh, euh, on se retrouve dans un système qui est moins performant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à l'extérieur, des personnes à l'extérieur, des groupes, je prends par exemple Iberdrola en Espagne, Enel en Italie, etc., euh, qui, qui font de l'électricité avec, entre guillemets, ce qu'on appelle du noir, donc ils oui. payent une taxe, et en faisant des énergies renouvelables, même à zéro, pas à perte, mais à zéro, ils vont gagner des certificats verts qui vont leur permettre d'effacer le noir qu'ils ont obtenu de l'autre côté, c'est-à-dire d'augmenter leur EBITDA. À ce Hmm. moment-là, on n'est plus performant. On n'est plus performant. Donc, il y a 5 ans à peu près, j'ai réfléchi à un système qui pouvait mettre en avant les compétences que nous avions dans les énergies renouvelables et j'ai organisé la, la culture ou la production d'une activité énergivore, donc qui mange pas mal d'électricité, en produisant nous-mêmes cette électricité. Donc, ça a commencé avec des serres que j'ai fait à côté d'Angers, où il y avait 60 000 m² de serres Mhm. avec des panneaux photovoltaïques en toiture. Donc, à ce moment-là, on m'a dit que j'étais un fou, un tordu, que ça ne marcherait jamais avec des panneaux en toiture, etc. Classique, Aujourd'hui, oui. c'est une réussite, c'est une merveille. Bien. Ensuite, j'ai fait de la spiruline sous installation photovoltaïque. Et là, les projets que j'ai, c'est des projets de spiruline en vue d'extraire la phycocyanine, on abordera peut-être tout à l'heure, et des projets pour cultiver le cannabis sous serre en vue de sortir le CBD. À ce stade-là, il faut dire tout simplement, ça finit après, que lorsque on cultive le CBD sous serre, on a la possibilité de le qualifier dans des normes un petit peu pointues européennes, alors que quand il est en plein champ, en pleine terre, on ne peut pas le qualifier. Hmm. D'accord, très bien. Merci pour cette présentation. Alors, moi, j'ai le pitch deck sous les yeux. D'ailleurs, je mettrai tout dans la description de cette émission podcast. Je t'invite vraiment à les regarder. Je mettrai les liens, tout ce qu'il faut pour pouvoir lire et s'informer sur le projet de Jean-Marie. On va en parler de suite. Peux-tu nous parler de l'ICO que tu lances en tant que tel, vraiment? Donc, c'est le token BLC, si je ne me trompe pas. Donc, C'est quel des blue, est-il? Elle commence quand? On fait comment? voilà, donc c'est des blue co, dont le code c'est BLC. Le soft cap, il est de 1,5 million. Le hard cap, il est de 5 millions. Ça démarre le 15 juillet, donc dans 2 jours, et ça finit le 15 janvier 2022. Très bien, OK. Bon, je pense qu'on mettra l'émission, en ligne donc le jour même. Donc voilà, si tu nous écoutes, c'est probablement qu'il sera déjà, ça sera déjà lancé. On sera déjà jeudi ou un petit peu plus tard et que tu pourras participer à l'ICE. Donc on mettra, tout, dans la description, je le répète. Donc donc le Blue Corps, donc le BLC, il va servir à quoi? Parce qu'effectivement, on l'a dit, les levées de fonds précédemment, c'était surtout pour une société. Là, on va peut-être même parler plus de projets. Ça va financer quoi? Ça va financer quel business? OK. Donc, déjà, ça va
c'est un système de financement qui va être adossé sur des produits et non pas sur des Tout à outils fait. financiers. Mmh. Bien, si je prends l'exemple du CBD. Donc le CBD, c'est une substance qui est autorisée, on peut l'extraire et la cultiver au Portugal, en Espagne, en Hollande, trois pays qui sont trois pays européens. Et on va sortir le CBD en ce qu'on appelle en B2B, c'est-à-dire grosso modo, c'est le prix du B2C Mmh. divisé par deux, puisqu'on laisse au laboratoire et à tous ces gens-là environ la moitié. Donc, c'est un produit qui va se vendre à 100 euros, je vais donner cet exemple, nous, on va le vendre à 50 euros. Mais on va permettre à toutes les personnes qui ont investi chez nous, tous les mois, dans un certain critère, de acquérir le CBD en priorité par rapport au laboratoire, aux clients que l'on aura, mais au prix que nous vendons au laboratoire, c'est-à-dire à 50 euros. Et ça, tous les mois, alors il y a trois catégories. On a prévu de faire un club. Il y a trois catégories, Platinum, Gold et Silver. Et en fonction de la position dans la catégorie, dans le club, bon, les personnes auront plus ou moins d'avantages, mais globalement, ils auront la possibilité d'acheter les produits dans des boîtes, clubs, très VIP, etc., une fois par mois. Et pour ceux qui sont platinium, une supplémentaire tous les semestres, et ceux qui sont gold, une supplémentaire tous les ans. Voilà. D'accord. C'est la même chose pour la phycocyanine. La phycocyanine, on la vend la même chose en public à 100 euros. Les personnes pourront l'acheter entre 50 et 60 euros. Ça varie un tout petit peu le B2C par rapport au B2B. Pardon, la spiruline et la phycocyanine par rapport au CBD. CBD, c'est 50%. De l'autre côté, c'est entre 40 et 50% ce qu'on accorde aux personnes qui revendent. D'accord, très bien. Alors juste, je précise aussi, hein, pour ceux que ça intéresse, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, parce que je reçois continuellement des questions sur bah, les green tech, biotech, sur le cannabis notamment. Si tu veux participer à l'ICO, comme beaucoup d'ICO, plus tu t'y mets tôt, mieux c'est. C'est-à-dire que tu as un prix de souscription qui est moindre au début, tu as des bonus, des discounts. Et évidemment, chaque période est plafonnée. Donc ici, Jean-Marie, on commencera le jeudi 15 juillet. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, ne tarde pas trop sur l'ICO pour avoir les meilleures conditions, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'infos, Jean-Marie, sur où ça va se passer? Alors, quoi, il y a en France, il y a au Portugal, c'est ça? Voilà, donc c'est le Portugal, la France, ben, parce qu'on travaille en France et c'est évident, mais en France, on ne peut pas faire en ce moment, on ne peut pas faire de culture de cannabis thérapeutique Pour l'instant. en vue d'extraire du CBD. Et donc, on a cherché les pays qui nous permettent de faire ça. Bon, c'était vite fait, hein, il y a trois pays, et on a hésité entre l'Espagne et le Portugal. Il Mhm. s'avère que le Portugal aide, via le FEDER, qui est un fonds européen, aide beaucoup les entreprises étrangères à s'installer au Portugal pour amener de l'activité. Bon, c'est un choix politique, et Mhm. donc Non, mais c'est pertinent, oui. on profite de profite au sens noble du terme, hein, on profite de cette opportunité où on nous a accueillis les bras ouverts, on nous facilite les choses, contrairement à ce qui se passe en France, on nous facilite les choses au niveau des permis de construire, de ci, de ça, c'est Oui. magnifique. Et donc, on a prévu de faire dans une petite ville qui est au-dessus de Porto, on a prévu de faire l'unité de, de culture du cannabis sous serre, donc sur un terrain de 8 hectares à peu près, donc c'est assez grand. La partie de dessert représente
à peu près 4 hectares, 4 hectares et demi, et le reste, ce sont les panneaux photovoltaïques que l'on place sur des trackers pour essayer d'avoir plus de production d'électricité, Mmh. et on est en autoconsommation totale, et le surplus d'électricité est revendu au réseau là-bas. En France, on a un terrain qui est à Avignon, Très qui fait bien. 5 hectares, et on a déposé notre permis de construire, et ça devrait venir. Ce genre de permis de construire arrive assez rapidement parce qu'on est dans le monde agricole, ça arrive assez Mmh, rapidement. mmh mh. D'accord, OK, c'est pertinent. Mais de toute façon, ça reste des régions très ensoleillées et forcément, ça va fonctionner, pour vous. Alors, une question un peu plus personnelle, Jean-Marie, pourquoi, pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi maintenant? Alors, la raison, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que nous n'avons plus la possibilité aujourd'hui de faire des centrales photovoltaïques ou des centrales éoliennes avec un tarif suffisant pour pouvoir être rentable et pouvoir fonctionner, avoir une activité pérenne. Il faut savoir que ce sont des contrats qui font 15 ou 20 ans. Donc, si Oui, on n'a pas d'activité pérenne dès le début, pour moi, il vaut mieux arrêter. Donc, et perdre le potentiel qu'avait mon équipe et moi sur les énergies renouvelables, c'était dommage. Donc, je suis passé sur des, comment dire, des produits écologiques euh, qui sont vraiment énergivores. Il faut savoir que pour la spiruline, par exemple, il faut maintenir une température à 35 degrés. mmh, Donc 35 degrés, c'est important, notamment en hiver. En été, plus ou moins, ça va. Mais en hiver, il faut amener des calories pour pouvoir avoir les 35 degrés. Pour le cannabis, c'est un petit peu moins, mais on doit également réguler en chaud et en froid. On doit réguler la température pour avoir. Donc, si on s'en remet à l'achat d'électricité, personne, François, que ce soit toi ou quiconque, ne saura combien vaudra l'électricité dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. ah bien sûr, Personne, oui, oui, parce bah, que c'est on voit complexité ce de qui ce se passe. fonctionnement franco-français, oui. Oui, c'est vraiment problématique. Et donc là, on va avoir un coût d'énergie qui est quand même le facteur le plus important dans les deux productions, puisqu'on doit maintenir une certaine température. Donc, on va avoir une pérennité sur notre coût d'électricité, puisque ce sera que l'investissement de la centrale. Or, l'investissement, il est constant, alors que l'électricité ne l'est pas. Donc ça, c'est le pourquoi. Et pourquoi maintenant? Ben parce qu'il y a une évolution dans dans les mentalités, il y a une évolution dans la politique, et le CBD est maintenant reconnu et utilisé à des fins médicales, essentiellement médicales. Je ne connais pas et je ne toucherai jamais le récréatif par philosophie, mais par contre sur la partie médicale, oui, comme c'est le cas pour la phycocyanine. Ce sont des produits qui amènent des vertus insoupçonnées il y a une quinzaine d'années, insoupçonnées, et Mmh. c'est pour moi le monde de demain, c'est-à-dire on a la possibilité d'avoir des produits écologiques à portée de main, utilisant des énergies renouvelables dans le cadre d'une économie circulaire. Il y a une évolution de la société qui nous amène vers ce genre de produits, et ils sont acceptés, alors qu'avant, on me traitait de 68 heures attardé lorsque je parlais de ça. Oui, Maintenant, oui. ça rentre un petit peu plus dans les mœurs. Oui, bien sûr, mais non, mais c'est tout à fait ça. C'est aussi pour ça que, bah, ce que j'ai dit au tout début de l'émission, que j'aime beaucoup, le projet et que ça me fait vraiment plaisir de le mettre en avant parce qu'à la fois, bah, c'est une thématique, naissante, hein. On n'est pas en train de parler d'un business model qui est en train de mourir, ou bien au contraire et comme je le dis souvent aussi, c'est la raison aussi numéro une pour lequel on investit dans une nouvelle société, dans une start-up, c'est aussi vis-à-vis du fondateur, du porteur de projet. C'est-à-dire que là, c'est à la fois l'expérience et
la passion du fondateur qui fait que ça va fonctionner. On l'a un peu redit effectivement dans ton expérience et plus je le vois et plus c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le business angel qui parle. Donc là, on a tout, les planètes sont alignées. C'est-à-dire que le projet est super, la thématique, bon, on va pas parler chiffres, hein, ça va pas être intéressant. Il y a tout ce qu'il faut d'ailleurs dans le pitch deck. L'évolution du marché peut être très impressionnant. Donc, une question, Jean-Marie, une question que je pose d'ailleurs souvent aux startups dans lesquelles je veux investir, moi vraiment en tant que business angel, qui ne fait pas forcément d'ailleurs très plaisir, mais quel serait le plus gros challenge de la société? Quel est voilà, le plus gros challenge qui fait que la société même pourrait échouer? Oui, il y en a plusieurs. Euh, et on vit une situation actuelle qui démontre que n'importe quel projet, n'importe quelle activité dans n'importe quel monde a eu du mal à vivre dans la crise sanitaire que nous avons actuellement. Donc, et on en a vraiment l'exemple des difficultés qui peuvent intervenir. Mais si on devait analyser les risques, il peut y avoir, alors c'est un petit peu compliqué quand même, mais bon, il peut y avoir des évolutions réglementaires qui nous empêchent de faire notre activité. Hmm. Alors je dis que c'est un petit peu difficile parce que il y a eu une position de la Commission européenne qui a été assez lourde pour la France et qui a dit à la France, je résume un petit peu, euh, vous devez permettre la vente, en l'occurrence de CBD, librement dès lors qu'elle a été produite dans un État membre de la Communauté européenne qui respecte la réglementation. Et ça, la France est maintenant obligée, d'ailleurs tous les magasins ont rouvert maintenant, ils étaient tous stoppés, et donc comment dire, ça va plutôt dans le bon sens. Mais D'accord. la partie des terrains, alors je vais essayer François, de prendre dans l'autre sens. Donc, la partie de terrain est contrôlée. La partie financière, une partie des fonds vont servir aux fonds propres. En ce qui concerne le Portugal, les fonds sont déjà quasiment alloués, c'est-à-dire qu'il y a une partie en subvention non remboursable et la même partie en prêt d'État à 0% sur 10 ans garanti par l'État. Et ces deux, les subventions et le prêt, font environ 75% du Mhm. CAPEX, de l'investissement. Donc, je ne vois pas de difficulté. Ceci dit, j'ai certains banquiers qui sont autour de moi qui m'ont dit, écoute, tu peux compter sur nous, financer une opération de cannabis thérapeutique, on est partant. Bien. Donc, cette partie-là, je ne vois pas je vois pas de difficulté. Il y a le problème que tu as peut-être un petit peu abordé tout à l'heure. Bon, étant une personne clé, c'est que je tombe malade et donc que le projet n'aille pas au bout, mais bon, Oui. mon équipe est rompue et il y a des personnes qui sont avec moi depuis 15 ans, 16 ans, donc elles prendront le Oui, relais, créeront l'équipe est très peut-être pas solide, je confirme. voilà, créeront pas peut-être de nouveaux projets. Euh, au niveau mini, je ne vois pas beaucoup de difficultés, de points qui vont. Tu vois, la spiruline, déjà, on la produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va investir pour euh, enrichir les cellules de spiruline et en vue de cibler des maladies. Par exemple, l'anémie, le fer est un problème pour les dames connu dans le monde entier. Donc, on va cibler l'enrichissement des cellules pour être plus actif pour l'anémie. On va travailler sur le diabète. On va travailler sur les problèmes des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, etc. Hmm. En tout, on a décidé de travailler sur ce produit. On a signé un contrat avec le laboratoire d'Avignon
Green, qui est un avocat, qui est un laboratoire qui est spécialisé dans l'éco-extraction. Là aussi, c'est très important. On sort tous nos produits des végétaux par des méthodes écologiques. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas, il y a rien qui soit, comment dire, des produits, excuse-moi l'expression, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête, des produits pourris qui font du mal à la santé. Mmh, C'est mmh, tout mmh, mmh. naturel. C'est des ultrasons, c'est des micro-ondes, c'est de la congélation, on arrive à faire du solvant avec de l'eau. Voilà, ce sont toutes des techniques très innovantes, mais qui nous permettent d'éco-extraire aussi bien. Le CBD, c'est un petit peu différent. Le CBD, aujourd'hui, il est extrait, la plupart des personnes l'extraient au CO2, mais au green, ils ont créé un appareil à base de micro-ondes et il est déjà acheté par de nombreux Canadiens et Américains qui produisent du CBD chez eux. Et donc, on va peut-être utiliser cette technique. Voilà, donc j'ai un tout petit peu dérivé, mais je veux dire que c'est comment dire, l'aboutissement d'une carrière de 20 ans dans différents domaines et Mmh. qui se finalise sur ces projets-là. Non, mais merci beaucoup pour ta transparence, Jean-Marie, c'est toujours plaisant et alors au-delà du projet même et de Blue le projet, c'est je rajoute que c'est quand même une ICO, heu, qui est très avancée par rapport à la plupart des ICO qui sont lancés. Parce que bon, qu'on se le cache pas, alors même si c'est plus, la jungle des ICO de 2017 et que maintenant c'est quand même réglementé et qu'il y a beaucoup moins de scams, la plupart des ICO encore, ça reste des projets, ça reste une idée sur un bout de papier. Voilà, ça reste un business model qui est présenté et sur lequel on lève des fonds. Ici, la société est quand même a de l'ancienneté et j'ai pour le coup vraiment la présentation chiffrée de la société sous les yeux. Donc c'est quand même d'un point de vue investisseur très intéressant et c'est pas n'importe quelle société qui fait une ICO. Ici, je le présente. Une dernière question avant de conclure, question que je pose systématiquement à tous les invités et je te laisserai 5 secondes pour réfléchir Jean-Marie. Quel est, qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux? Je sais, elle est pas facile et je vais te laisser 5 secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde, croit être faux? Ben, moi, je vais le positionner sur ma personne parce que comme ça, au moins, je ne vais pas me tromper, ça ne va pas être des jugements de valeur. Voilà. Très Donc, très bien. voilà, moi, je pensais bidon la crypto-monnaie. Ah bah, excellent, Voilà, ça clair et net. j'aime bien, j'aime bien. OK. Voilà. Et puis, j'en suis revenu. J'en suis revenu, j'ai travaillé, et je me suis aperçu que la crypto-monnaie, elle était décriée. Certes, il y a des opérations pas belles qu'on voit un petit peu à droite à gauche dans les pays du monde où il y a des. Mais Oui. à la bourse, c'est la même chose, il ne faut pas rêver. Hein. À la bourse, Exactement, exactement. on a Mmh. vécu nous, entre guillemets, excuse-moi pour le mot, mais on a vécu des vacheries d'un autre monde. Ah Hein, bah, et ça existe, on les en plus parle. gros scams de l'histoire, oui, c'est de la bourse, Voilà, ouais. on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pire que les ICO. Donc, premier point, c'est l'ICO. Pour moi, ma vie a été organisée autour des IPO et si je devais aller chercher des fonds, c'était l'IPO. Je découvre l'ICO, je découvre la crypto-monnaie, je découvre l'Ethereum, je parle avec les banquiers, je parle avec des gens qui font des introductions en bourse, où on a eu des engueulades quand c'est Mmh pas mh. possible. Mais voilà, ça c'est le premier point pour répondre à ta question. Le deuxième point, c'est comment dire, la, la réussite du CBD. Donc, a priori, le CBD va être fait au Portugal. Il va être vendu à un laboratoire sûrement hollandais, sinon allemand, parce que ce sont des personnes qui sont très avancées, beaucoup plus que sont les Français dans la partie écologique et dans la partie comment dire, de ne pas suivre les gens. Ils sont précurseurs un petit peu. Et Oui. donc, est-ce que ce mécanisme-là, bon, il a bien fonctionné pour
la vente de nos centrales photovoltaïques, la vente de nos centrales éoliennes, ça a très bien fonctionné, hein. Je n'ai pas fait des centrales qu'en France, hein. J'ai fait en Inde, j'ai fait en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Maroc, au Brésil. Bon, donc j'ai fait dans plusieurs pays. Ça a bien fonctionné. Donc là, c'est un État membre qui est le Portugal où il y a comment dire, des conditions d'accueil qui sont très, très intéressantes Oui. et ça va aller vers un laboratoire allemand et ensuite ça va être commercialisé. Donc, je, je vois de ce côté-là, je ne vois pas de difficulté. Sinon, vraiment, le point qui m'a, c'est ce que j'ai dit tout à fait au début, c'est la crypto-monnaie, le problème des variations importantes. Alors, pour les gens qui sont intelligents, il y a des gens qui gagnent bien leur vie avec des volatilités qui sont très fortes. Il y a Oui. des gens qui sont adroits, qui sont malins et qui savent profiter des volatilités. La volatilité, il ne faut pas la voir comme un point négatif systématiquement. On peut être adroit et bien vivre de ça. Donc, voilà, si je ne sais pas si j'ai répondu à ce que tu souhaitais, mais voilà, l'ICO, pas l'ICO, la crypto-monnaie est la chose qui m'a le plus, entre guillemets, dérangé au début. Non, mais c'est très intéressant comme réponse, surtout au vu de ton parcours et de l'expérience que tu as eue on va dire dans le monde un peu plus classique de la finance et des levées de fonds. Donc, c'est super intéressant. C'est très bien d'avoir été un bon sceptique. C'est toujours une qualité, surtout pour les entrepreneurs, il faut le dire. Et je rajouterais d'ailleurs que probablement sur le mail ou les réseaux sociaux que tu as été un crypto-sceptique. Je pense que ça fera venir encore plus d'auditeurs sur l'émission. Mais très, très, très bonne réponse et très, très beau parcours, j'ai envie de dire, au final, sur la thématique de la crypto. Pour conclure cette émission, je te donnerai la parole. Qu'est-ce que tu veux rajouter pour conclure cette très belle émission? Peut-être tu peux t'adresser directement à l'auditeur. Je te laisse la parole. Bien, merci. Ce que je voudrais dire, c'est que mon projet, il est foncièrement basé sur l'innovation. Il est basé sur l'innovation côté produit, donc dans la manière de les cultiver sous serre, avec intelligence artificielle, en économie circulaire. Dans la manière d'extraire les produits finaux, que ce soit la phycocyanine. Donc, je rappelle, la phycocyanine, c'est à peu près 15% de la spiruline au départ. Donc, c'est un composant basique et c'est le Mhm. composant qui permet à la spiruline de prendre 25% de son poids tous les jours. Donc, c'est un élément basique. Lorsque elle a de la lumière et qu'elle a de la chaleur, elle permet de croître. Cette phycocyanine, bon, tout le monde connaît aujourd'hui la spiruline, enfin beaucoup de monde connaît la spiruline. La phycocyanine, c'est les vertus de la phycocyanine, c'est 5000 fois Wow. celle de la spiruline. Hein. Voilà. Donc, la partie innovation de la phycocyanine, elle est parfaitement bien maîtrisée aujourd'hui. On vend déjà de la phycocyanine et on a déjà fait une méthode d'éco-extraction. Donc, il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas comment dire, de produits de conservateur, voilà le terme que je cherchais, de conservateur. C'est vraiment un produit qui est complètement naturel. Et si je regarde la deuxième partie qui est le cannabis thérapeutique et l'éco-extraction du CBD, c'est la même chose, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est des techniques d'éco-extraction, c'est vraiment deux activités hyper innovantes mondiales. Bien. À côté de ça, je vais chercher d'une manière innovante des capitaux en vue de construire ces complexes-là. Et donc, ce que je trouve de beau, que je dis à chacun de prendre en compte, c'est le rapprochement de ces différentes techniques, qu'elles soient de production ou qu'elles soient financières,
ces différentes techniques, la partie innovation que l'on met en avant et qui, pour moi, caractérise le monde de demain. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marie. Je pense que tu as convaincu plus d'une personne, je pense. Je t'ai écouté religieusement, donc c'était très agréable et inspirant de discuter avec toi. Donc, encore une fois, je le reprécise, hein, tout ce qu'il faut est dans la description. On m'a demandé la semaine dernière, d'ailleurs, sur Instagram, dans quel ICO tu as investi en ce moment, François. Bah, voilà, tu as la réponse. Donc, tu as la réponse, le BLC. Je précise d'ailleurs que le lien que je mettrai, c'est donc le lien de French ICO, hein, qui supporte aussi le projet et la levée de fonds. Oui. Euh, voilà, donc encore merci Jean-Marie. Je mettrai l'émission en ligne jeudi, donc c'est le premier jour de la levée de fonds pour Blueco, et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Merci François, merci beaucoup.